Public Sénat et l'INA vous présentent l'info dans le rétro. Vive la France! En cette période de solde, est-ce que vous croyez que vous avez la possibilité de faire des achats assez avantageux? Oui, et surtout en sous-vêtements, je crois, oui. En principe, on doit y faire de bonnes affaires. En principe, quand il y a des soldes de fin d'année ou de début d'année, c'est presque toujours avantageux, n'est-ce pas? Des prix avantageux et des passants qui donnent leur point de vue sur les soldes. Nous sommes dans les rues de Strasbourg en 1964 et nous reviendrons sur ce moment de frénésie consommatrice inventé il y a presque un siècle en deuxième partie de l'émission. Mais d'abord, bienvenue dans l'Info dans le rétro, l'émission qui décrypte l'actualité grâce à l'histoire. Comment interpréter les propos violemment anti-européens et anti-allemands de Donald Trump? Est-ce une nouvelle étape qui s'ouvre dans les relations entre l'Europe, la France et les États-Unis, ou la résurgence de lignes de fracture plus anciennes? Pour mieux le comprendre, un retour sur l'histoire de l'hégémonie américaine en Europe s'impose. Pour commencer, revenons sur l'interview donnée par Donald Trump au quotidien anglais The Times. C'est un sujet de Béatrix Moreau et Pierre Bonde-Joseph. Critique de la politique migratoire d'Angela Merkel, célébration du Brexit. Ce week-end, Donald Trump a livré sa vision très personnelle de la situation européenne. Les principaux dirigeants de l'Union ont réagi à ces propos tenus dans la presse européenne et appelé à la cohésion et à la solidarité. Vous savez, la meilleure réponse à l'interview du président américain qui va prendre ses fonctions le 20 janvier, c'est l'unité des Européens. La réaction du ministre des Affaires étrangères français fait écho à celle d'Angela Merkel, déterminée à poursuivre et à consolider la coopération entre les 27 États membres. Elle appelle les Européens à rester unis. Donald Trump, qui entend faire du Royaume-Uni, qui vient de quitter l'Union, un partenaire privilégié, prévoit d'effectuer son premier déplacement à l'étranger en Russie pour y rencontrer Vladimir Poutine, tout un symbole. Deux éclaireurs pour nous accompagner dans cette réflexion sur la domination américaine et ses effets actuels. D'abord, Nicole Bacharan, vous êtes chercheur en sciences politiques à Sciences Po. Vous avez publié de nombreux livres sur les États-Unis. J'ai retenu le dernier, First Ladies, chez Perrin, un livre sur les premières dames dont on voit l'importance aujourd'hui, notamment au moment où Michelle Obama quitte la Maison-Blanche. Avec vous, François Bujon de l'Étang, vous êtes un diplomate, un vrai. Vous avez été secrétaire d'ambassade à Washington entre 1969 et 1972, et puis ambassadeur de France entre 1995 et 2002, toujours aux États-Unis. Et on ne sait pas toujours que vous avez aussi travaillé au secrétariat général de la présidence de la République sous Charles de Gaulle entre 1966 et 1969. Ça nous sera peut-être utile pour nos débats. Pour commencer comme ça, un peu à brûle pour point, les propos de Trump dans le journal, est-ce que ce qui vous choque, c'est la forme, François Bujon de l'Étang? Ce que vous dites ou ce que vous demandez pourrait s'appliquer à tous les propos de M. Trump. Il ne tient que des propos brutaux et il a fait de la brutalité un principe. De même qu'il fait de l'imprévisibilité de ses déclarations un principe et un atout. Je pense personnellement qu'il cultive l'imprévisibilité par calcul. Ce qu'il a dit sur l'Europe, au fond, comme on dirait à Québec, c'est pas pire. Il a critiqué en réalité Mme Merkel en s'appuyant sur le thème de l'immigration. Et c'est en pensant à l'immigration qu'il a adressé des critiques à Mme Merkel. Et il dit, au fond, que l'Allemagne se sert de l'Union européenne à ses fins propres. Je voulais juste, dans l'intervalle, demander à Nicole Bacharan, vous, c'est le fond qui vous choque? C'est une nouvelle étape qui est en train de s'ouvrir avec Trump? Vous avez ce sentiment déjà? La forme, évidemment, et comme vous l'avez dit, et le fond aussi, parce que pour moi, il annonce, s'il poursuit dans cette voie, une rupture totale entre ce qui a été la politique américaine depuis 1944 et aujourd'hui. L'Alliance Atlantique a été la pierre de touche, la pierre d'angle de la politique étrangère américaine depuis 1944-45. Alors on va y revenir justement, je vous propose pour commencer de réfléchir à cette étape, première étape, pendant laquelle les Européens étaient très dépendants des États-Unis. On va le voir notamment à travers un sujet des actualités françaises. C'était les actualités qui étaient présentées dans les cinémas. Et c'est avec ça que les Français ont découvert la signature du traité de l'Atlantique Nord et donc l'existence de l'OTAN. Le pacte atlantique est désormais une réalité.
et M. Schuman expose à l'auditorium de Washington les raisons de l'adhésion française. Les nations ont de plus en plus la conviction que leurs destinées sont étroitement liées, que leur salut et leur bien-être ne peuvent plus se fonder sur un nationalisme égoïste et agressif, mais sur la mise en œuvre progressive de la solidarité humaine. Après le discours du ministre français, les 12 représentants des nations occidentales apposent leur signature au bas du pacte. M. Schuman signe pour la France. M. Bevin pour la Grande-Bretagne. Et accompagné du président Truman, M. Dean Acheson pour les États-Unis. Le pacte atlantique, dont tous les ministres présents ont souligné le caractère défensif, unit 12 nations dont le seul but est d'assurer la paix. Une paix maintenant plus sûre. Nicole Bacharan, on vient de voir Robert Schuman, un des pères fondateurs de l'Europe, là, signataire du traité de l'OTAN. Il y a un certain nombre d'institutions qui manifestent dans l'après-guerre cette espèce de tutelle qu'exercent les États-Unis sur l'Europe, non? Moi, je ne parlerai pas de tutelle, franchement pas. C'est vrai qu'il y a un ordre mondial côté occidental qui s'est fondé dans ces années-là, même avant le traité de l'Atlantique Nord. Il y a le Fonds monétaire international qui a fondé l'ordre monétaire, ou peut-être le désordre monétaire, dirait-on aujourd'hui, le plan Marshall. C'est pour ça que je ne parle pas de tutelle, parce que le plan Marshall, c'était quand même absolument indispensable pour relever une Europe qui était par terre. Les Américains ont toujours soutenu la construction européenne, même si évidemment les rapports n'ont pas toujours été simples. Alors, François Jean de l'Étang, vous êtes d'accord, c'est pas une tutelle, c'est une forme d'accord librement consenti. Il n'y a pas une forme de pro-consulat américain, c'est-à-dire qu'en fait, les Américains sont ceux qui détiennent les clés de la défense, en fait, pour le monde occidental. Oui, mais je suis heureux que Nicole ait relevé ce mot de tutelle, que je suis entièrement d'accord avec elle. Il est trop négatif, en réalité. Il y avait une conjonction entre la volonté des États-Unis d'aider à relever l'Europe, de la relever aussi pour que l'Europe participe à la défense commune, et la volonté des Européens de se reconstruire, alors que l'Europe était complètement exsangue. Tutelle, c'est trop négatif. Ou c'est trop protecteur, ou trop hégémonique. Alors, est-ce que je peux dire, par exemple, et je vous pose la question, que les fondateurs de l'Europe, des gens comme Robert Schuman ou comme Jean Monnet, étaient pro-américains? Jean Monnet était très pro-américain, il avait passé toute la guerre aux États-Unis finalement, et il était très marqué par l'esprit américain et par le pragmatisme américain qu'il a voulu d'ailleurs mettre en œuvre avec son approche de construire des solidarités économiques sur lesquelles pourrait s'édifier l'Europe. Robert Schuman n'était pas de ce type, c'était un véritable Européen, et parce que, par ses origines, il était parfaitement à même de tendre la main à l'Allemagne. C'est là qu'il a été le plus constructif finalement, c'est en tendant la main à l'Allemagne autour de la CECA, d'où est sorti ensuite le marché commun en 1957. Alors, Nicole Bacharan, il faut quand même dire, s'il y a cette proximité, s'il y a cette alliance, c'est qu'il y a en face un adversaire. Évidemment, c'est la guerre froide qui est à l'origine de la construction européenne et de l'Alliance Atlantique. C'est pour ça que nous débattons de ce terme de tutelle, parce que quel était le choix ? Le choix, c'était le pacte de Varsovie et l'Union soviétique de l'autre côté. Donc c'est effectivement une alliance de guerre froide. Alors c'est là qu'on peut ensuite, au-delà de l'Europe, voir qu'il y avait bien des ambiguïtés, puisque les États-Unis étaient leaders du monde libre et que ça incluait la Grèce des colonels, l'Espagne de Franco, dont on peut douter du caractère vraiment, vraiment libre. Alors il y a un moment quand même, il me semble, où s'introduit une rupture. Vous ne voulez pas parler de tutelle, mais enfin, cette amitié, dirons-nous, prend des distances. On est en 1966, et le général de Gaulle prend une décision, c'est le retrait de la France du commandement militaire intégré de l'OTAN. Et on va écouter Georges Pompidou, son Premier ministre de l'époque, qui présente la mesure aux Français à travers une émission de Face à Face sur l'ORTF. Que signifie l'intégration à une époque où la guerre est essentiellement la guerre atomique, où la seule arme de la décision, c'est l'arme atomique, où c'est particulièrement vrai d'ailleurs en Europe, puisque les forces conventionnelles de l'Est ont une supériorité énorme, au moins 3 contre 1, et que par conséquent, s'il devait y avoir une attaque, on ne pourrait les arrêter que par l'arme atomique.
Or, l'arme atomique n'est pas intégrée. Et ça n'est pas la France qui a donné l'exemple, puisque les États-Unis ont été les premiers à avoir l'arme atomique et ne l'ont pas intégrée. La Grande-Bretagne l'a eu ensuite, elle ne l'a pas intégrée. Et la France a suivi l'exemple et n'a pas intégré la sienne. De telle sorte que l'intégration, en réalité, est une intégration parallèle, secondaire, mais qui a pour principal résultat de nous rendre prisonniers d'un système dont nous ne sommes pas maîtres, dont nous ne savons pas où il peut nous entraîner. Au fond, moi je voudrais vous poser une question. Est-ce que la sortie de l'OTAN, c'est pas une manière de poser une limite par rapport aux Américains? François Bujon de l'Étang. Bien sûr que si. La sortie de l'OTAN, c'est la volonté, c'est l'affirmation de la volonté d'être indépendant. Et je crois que... Indépendant ou autonome? Indépendant. Indépendant. Et d'avoir une diplomatie indépendante et une défense indépendante. Rappelons-nous d'ailleurs que tout ceci vient de loin. Ce n'est pas le général de Gaulle, c'est la 4e République qui a commencé la construction de ce qui est devenu plus tard la force de frappe. Lorsque celle-ci a commencé à s'affirmer, et lorsque les États-Unis se sont engagés au Vietnam dans une guerre que nous n'approuvions pas, la volonté du général de Gaulle a été très claire. Il fallait que la France recouvre son indépendance. Elle en avait les moyens militaires avec la force de frappe. Il fallait qu'elle s'affranchisse alors de ce que lui considérait comme une tutelle et qui était celle de l'OTAN, l'organisation. Pourquoi, juste une question là-dessus, pourquoi est-ce que de Gaulle redoutait tant la guerre du Vietnam? Il avait peur que celle-ci ne se transforme en un conflit plus général dans lequel nous nous trouverions entraînés, alors que... il estimait que nous n'avions pas d'intérêt majeur en jeu dans l'affaire du Vietnam. En 1966, c'est aussi le discours de Phnom Penh, dans lequel il a très vigoureusement critiqué l'engagement américain au Vietnam et il s'en est dissocié publiquement. Alors Nicole Bacharan, cette Amérique des années 60, on a aussi l'impression qu'elle commence à douter économiquement. C'est l'Amérique du déficit de la balance commerciale, des importations allemandes, des importations japonaises, même de quelques importations françaises. Est-ce qu'il y a là quelque chose, j'allais dire, dans la culture américaine qui peut commencer à évoquer une forme de détachement par rapport à l'Europe ou pas? Je ne suis pas sûre de ça, parce que c'est vrai que l'Amérique de la fin des années 60 est une Amérique en crise. Hein. On vient de parler du Vietnam, il y a les émeutes raciales, c'est une période très difficile. Et en même temps, le départ des Français, ou plutôt... le départ forcé des militaires américains de France en 1966 oui, le retrait des bases, a été extrêmement mal ressenti aux États-Unis. C'était juste 20 ans après la guerre, en gros. Et c'est vrai que les vétérans étaient jeunes et qu'il y avait, je vous parle du côté américain, le sentiment d'une ingratitude. Le fait que les Français leur demandent d'enlever leur base de France. Voilà, ça a été vraiment ressenti comme quelque chose de très violent. Et s'il y a un détachement progressif des Américains à l'égard de l'Europe, je ne suis pas sûre que ça commence à ce moment-là. Il s'appuie ailleurs. Il s'appuie notamment sur l'Allemagne, qui pendant longtemps était un pays très contrôlé à cause évidemment de son passé nazi et de sa défaite à la fin de la guerre. Mais l'appui militaire américain va être plus présent en Allemagne qu'il ne l'était en France. Et même dans ces années-là, il faut quand même bien reconnaître que dans les moments de grande crise, le général de Gaulle a toujours soutenu les États-Unis. Je pense. Alors moi, je pensais plus là à l'aspect économique, parce qu'au fond, moi, j'ai l'impression, on va en discuter maintenant, qu'il y a une forme de basculement qui se produit quand, en 1971, le président Nixon décide de mettre fin au système monétaire qui avait prévalu jusque-là, c'est-à-dire la convertibilité en or du dollar, et que de surcroît, il va mettre en place une dévaluation qu'il annonce au président Georges Pompidou lors d'un voyage aux Açores. Eh bien, nous allons regarder la fin de ce voyage. Tout est fini, c'est le président Nixon qui va quitter le premier les Açores. Mais avant de monter dans son avion, le président américain a un regret. Le Concorde est là, et il fait demi-tour pour aller le visiter. Poignée de main à l'équipage, aux responsables de l'aérospatiale française, le président Nixon reste 5 minutes dans le Concorde. N'a-t-il pas dit la veille, au cours du dîner officiel, qu'il regrettait que les États-Unis n'aient pas construit un équivalent de l'avion français? À peine le président américain a décollé dans son Boeing pour Washington que le président Pompidou arrive à l'aéroport. Le président Pompidou repart avec un double succès, celui qui concerne d'abord la crise monétaire et aussi, il faut bien le dire, celui du Concorde. Au cours de sa conférence de presse, un journaliste américain lui avait demandé si l'avenir du Concorde avait été discuté avec le président Nixon et, jouant sur les mots, le président Pompidou avait répondu « L'avenir du Concorde, monsieur, il est indiscutable ».
Alors, bon résultat de Pompidou lors de ce sommet. Sur la crise monétaire, qu'est-ce que ça veut dire, Nicole Bacharon? Ça veut dire que l'Europe pèse de plus en plus dans tout cela, et ça veut dire que d'un autre côté, les Américains commencent à se rendre compte qu'ils ne sont plus, à l'égard de l'Europe, ce pays tellement plus prospère qu'une Europe qui effectivement était vraiment par terre à la fin de la guerre, mais qui dans les années 60, 70, ou au début au moins des années 70, on est en plein dans les 30 glorieuses. C'est pour ça qu'ils dévaluent pour limiter les importations de produits européens notamment. Exactement, et c'est là aussi que commence à naître cette rancœur au sein de l'OTAN, de la part des politiques, mais aussi des contribuables américains qui disent on paye énormément pour protéger l'Europe et les Européens maintenant sont riches. Ça rappelle ce que dit Trump. Là, mais exactement, ça ne date pas de Trump. Ça vient de loin et ça vient de cette période-là. Alors, François Bujon d'Étang, cette période-là, vous l'avez vécue justement aux États-Unis. On a vu le Concorde comme symbole, mais en même temps, double symbole. Nixon, pas content que l'aéronautique américaine ne l'est pas, ça va être très compliqué de faire voler le Concorde aux États-Unis. C'est un choix technologique. Nous avons décidé de faire un avion supersonique qui pourrait traverser l'Atlantique. L'industrie américaine a décidé de ne pas le faire. Et cette percée technologique, ce succès français, franco-britannique d'ailleurs à l'époque, était quelque chose qui était un agacement pour les États-Unis. Ils n'aiment pas généralement avoir les succès technologiques des autres. Rappelez-vous par exemple leur réaction aux succès spatiaux russes après le Spoutnik. Ça, c'était du même ordre. Et donc, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient, dans leur style bien connu, pour faire en sorte que le Concorde ne puisse pas atterrir aux États-Unis. On a inventé avant l'heure des réglementations environnementales, des normes de bruit. Et j'ai vécu en effet à Washington cette bataille qui a duré plusieurs années pour obtenir pour le Concorde des droits d'atterrissage aux États-Unis. Ça a été une très 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 longue bataille avant que les Américains ne cèdent finalement et ne s'intéressent, comme nous venons de le voir, très directement au Concorde. Est-ce que ça reflète aussi cette espèce de tension économique et commerciale qui, tout au long des années 70 et 80, va opposer un peu l'Europe aux États-Unis avec des bras de fer pour libéraliser certains secteurs, pour obtenir des droits d'entrée? Oui, tout à fait. L'Europe reconstruite, l'Europe prospère, devenait un concurrent économique. Et vous savez, pour les Américains, les concurrents sont forcément des adversaires. Regardez l'attitude de Trump vis-à-vis de la Chine. Aujourd'hui, c'est exactement l'exemple de ce que je suis en train de dire. Vis-à-vis des voitures allemandes, c'est la même logique? Aussi, tout concurrent qui marque des points est un adversaire. Donc il faut utiliser des méthodes qu'on n'emploie qu'avec des adversaires, même si ce sont par ailleurs des amis ou des alliés. Mais il y a aussi des moments où on va entrer en désaccord. Et c'est peut-être là où il me semble qu'il y a un pas supplémentaire dans l'indépendance qui est franchi. C'est en 2003. On est au moment du conflit irakien et les Européens vont décider de ne pas suivre les États-Unis ou en tout cas se diviser. On regarde un sujet du journal télévisé de France 2 qui justement explique où en est l'Europe par rapport à l'intervention éventuelle. Le 30 janvier dernier, en publiant dans ce journal anglais une lettre de soutien à Washington, l'Europe affichait ses divisions. 8 États l'ont signé. La Grande-Bretagne, l'Espagne, le Portugal, l'Italie et le Danemark pour l'Union. Suivi de la Pologne, la Tchéquie et la Hongrie chez les futurs membres. Mais les imposants défilés pour la paix du week-end ont quelque peu changé la donne, tout particulièrement à Londres, Rome et Madrid. Difficile pour un gouvernement de partir en guerre sans le soutien de son opinion. Pour l'instant, parmi les 15, 8 se sont exprimés affichant leur divergence, là où d'autres soulignent avec enthousiasme leur convergence. Permettez-moi seulement de dire à quel point je suis heureux aujourd'hui d'être ici en Belgique, dans un pays courageux. Dès hier, Tony Blair a confirmé qu'il se ralliait au calendrier américain. Plus d'inspections, d'accord, mais seulement jusqu'au 28 février. On a reconnu Dominique de Villepin qui félicitait un peu son homologue belge à l'époque, Louis Michel, pour avoir refusé aussi d'investir des forces dans l'invasion de l'Irak. François Bujon d'Étang, vous étiez, j'allais dire, aux premières loges dans la montée en puissance de ce conflit. Est-ce que ça marque, selon vous, la fin d'une forme d'amitié, d'une forme d'intimité
entre la France et les États-Unis? Non, le désaccord n'est pas la fin d'une amitié. Ça peut être un désaccord politique profond, ce qui était le cas sur l'Irak. Ce n'est pas la fin d'une amitié, nous le voyons bien. Mais ça laisse des entailles quand même profondes, non? Quand on dit les Européens se sont opposés à l'invasion irakienne, ce n'est pas exact. Certains Européens s'y sont opposés, c'est-à-dire la France et l'Allemagne s'y sont opposés. Et les Belges. Vigoureusement, le président Chirac, le président Schröder, le chancelier Schröder, mais d'autres étaient tout à fait alliés des États-Unis et y ont participé. Les Britanniques, si vous les considérez encore comme des Européens, les Espagnols, les Italiens étaient tout à fait opposés. Donc cette affaire a divisé les Européens. Et le président Bush ne s'y est pas trompé. Son secrétaire à la Défense, Donald Rumsfeld, a même été jusqu'à parler de la vieille Europe qui serait opposée et de la nouvelle Europe, il voulait dire l'Europe de l'Est ralliée, qui elle, au contraire, était des bons alliés des États-Unis. Nicole Bacharan, ça a quand même laissé des entailles profondes dans l'opinion américaine, la position française. Ça a été un moment très désagréable. D'abord parce qu'il y a eu le sentiment de part et d'autre d'avoir été trompé. Parce qu'il y a eu un moment quand même, pendant l'été 2002, où le président Chirac avait dit qu'il resterait aux côtés des Américains, qu'il fallait continuer les inspections, mais que voilà, il était prêt à y aller s'il fallait. Et puis tout d'un coup, plus du tout. Et de l'autre côté, on sait que bon, les renseignements qui ont été donnés au président Bush et certainement à son secrétaire d'État Colin Powell n'étaient pas justes. Donc ça a été un moment très très pénible. Et c'est vrai qu'à Washington, on a vu jeter du vin de Bordeaux dans les caniveaux ou appeler les frites servies au Congrès des Freedom Fries. C'est pas allé très loin. Je dois dire que je ne sais pas si vous l'avez ressenti, mais moi j'ai pas vu qu'il y ait vraiment une hostilité à la France qui soit générale. Parce qu'il y a eu des moments de crise dans l'Alliance, mais finalement, les ennemis extérieurs, disons simplement les pays non démocratiques, font en sorte que finalement on se rassemble dans l'Alliance autour des choses principales. Les crises, comme vous le dites, ça n'est pas la fin ni d'une amitié, ni des intérêts communs. D'accord, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup, François Bujon de l'Étang, d'être venu avec nous. Je rappelle que vous intervenez régulièrement sur France Culture dans une émission qu'on aime beaucoup, L'Esprit public, animée par Philippe Meyer. En cette période de solde, est-ce que vous croyez que vous avez la possibilité de faire des achats assez avantageux? Oui, et surtout en sous-vêtements, je crois, oui. En principe, on doit y faire de bonnes affaires. En principe, quand il y a des soldes de fin d'année ou de début d'année, c'est presque toujours avantageux, n'est-ce pas? Non, je n'achète pas en solde. Je ne suis pas tellement pour les soldes. Pour quelle raison vous n'achetez pas? Eh bien, parce que la plupart du temps, ce sont des articles soit démodés, soit défraîchis, n'est-ce pas? 2 fois par an, pendant 6 semaines, la France s'adonne sans compter au plaisir des soldes. Pour revenir sur l'histoire de ce moment de consommation frénétique et interroger notre rapport à la mode, une historienne, Florence Brachet-Champsor, nous a rejoint. Elle est aussi responsable du patrimoine pour le groupe Galeries Lafayette et elle a écrit « Du grand bazar de l'Hôtel de Ville au BHV Marais », paru aux éditions Assouline. Moi, je voudrais vous poser tout de suite une question, Florence Brachet-Champsor, c'est d'où viennent les soldes ? Alors, les soldes apparaissent, en fait, c'est presque une question étymologique, à partir du moment où on peut jouer sur le prix. Et en fait, le prix fixe et affiché est une innovation qui fait partie de la révolution du commerce de détail au XIXe siècle, qui apparaît d'abord avec les magasins de nouveautés et développé à plus grande échelle avec les grands magasins. Et donc, on peut dater l'apparition des soldes. On le voit d'ailleurs dans le vocabulaire, ça apparaît plutôt à partir des années 1860. D'accord. Mais il y a tout un vocable associé aux soldes, comme les coupons, puisqu'au départ, c'est un reste de tissu. Les occasions spéciales, etc. Et la terminologie de solde apparaît un peu plus tardivement. Donc, en fait, il n'y avait pas de prix fixe avant. Il y a des prix fixes à partir du moment où il y a des grands magasins, en gros, c'est ce que vous nous dites. Oui, les magasins. Et ça permet de créer les soldes. Voilà, les magasins de nouveautés à partir des années 1830. Jusque-là, en fait, dans le monde de la petite boutique, le prix était, on marchandait, le prix était à la tête du client.
Et un des arguments commerciaux justement de cette nouvelle forme de commerce de détail, c'est de dire désormais le prix est fixe et affiché, il est connu d'avance, et à partir du moment où il est connu d'avance, eh bien on peut jouer bien sûr sur les soldes, dire avant, après, et jouer aussi la transparence vis-à-vis du client en lui disant que c'est lui qui va bénéficier désormais de cet écart de prix entre le prix fort et le nouveau prix soldé, puisque solde, en fait, c'est le delta, en fait, l'écart entre les deux prix. Alors, il y a une dame qu'on a entendue qui disait que les soldes, c'était lié à la mode. Moi, je voudrais savoir le rythme des soldes, 2 fois par an, ça suit celui des collections ou ça n'a rien à voir avec ça ? Alors, tel qu'il est organisé aujourd'hui, hein, parce que ça n'a pas été toujours formalisé dans le calendrier de la même façon, effectivement, ça suit en gros les saisons automne-hiver, printemps-été. Ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, les soldes sont possibles, sont en tout cas favorisés par la nature même de ce commerce des nouveautés, comme son nom l'indique, puisqu'il y a cette idée de renouvellement permanent et que ce qui était à la mode ne l'est plus, donc perd de sa valeur, est déprécié et peut être vendu. On a entendu qu'il y avait une dame qui ne voulait pas acheter en solde parce que justement, c'était peut-être des produits démodés. Ben, on va voir qu'il y a un certain nombre de personnes un peu différentes qui acceptent d'acheter en solde. C'est en 1969. Vous allez voir un sujet où, pour une fois, on ne va pas traiter les soldes uniquement par les femmes. Il s'agit bien de soldes, là. Mais oui, bien sûr, vous voyez le monde qu'il y a. C'est extraordinaire, mais c'est comme ça tous les ans. Non, parce que 10 ans. Je suis tout de même étonnée. Je vois quand même la plupart, ce sont des hommes. Ben oui, parce que c'est un magasin d'hommes. En principe, c'est un magasin uniquement masculin. Et ce sont des clients qui connaissent nos soldes. Ce sont des soldes que l'on fait annuellement. Et les articles sont tellement intéressants qu'automatiquement, ils attendent même 1 an. Ils nous téléphonent depuis 1 mois. Nous répondons au téléphone toute la journée. C'est quand vos soldes? Je ne voudrais pas rater vos soldes. Quelles sont les dates exactes de vos soldes? Et à 8 h du matin, ils sont là consciencieusement avec leur journal. Ils sont là, consciencieusement, ces petits messieurs avec leur journal. Je vous ai vu sourire, Nicole Bacharan. C'est un très joli sujet, je trouve. Effectivement, pour une fois, ce ne sont pas que les femmes qui sont supposées s'intéresser aux soldes. Donc vous voyez qu'il y a aussi des hommes, et j'imagine peut-être même, je ne vais pas vous poser des questions sur votre entourage, une des raisons pour lesquelles apparemment ces messieurs tout d'un coup se sont mis à s'intéresser aux soldes. Est-ce que c'est parce que les femmes se sont mises à travailler? Oui, et puis vous voyez le changement de modèle, on va dire. Changement de modèle, et puis aussi, c'est vrai que la sensibilité masculine à la mode, qui a été d'ailleurs très forte jusqu'au 19e siècle. Ensuite, on a eu ce phénomène de grand renoncement masculin dont on parle, ressurgit progressivement au 20e siècle. À cause de l'industrialisation ? À cause de cette mécanique commerciale de la société de consommation des années 60 ou pas? C'est une des raisons, effectivement, le plus d'offres, plus de produits, mais il y a aussi la mode elle-même qui change, puisque à partir des années 60, on s'adresse aussi à une nouvelle génération, qui est la génération qui est issue du baby-boom, et avec une mode aussi qui s'adresse à la jeunesse. Et 1969, justement, c'est l'année de l'inauguration du Lafayette Homme pour les Galeries Lafayette, et qui est un magasin qui leur est dédié, enfin c'est le Club 20 ans, et on voit apparaître par exemple beaucoup plus de couleurs. Et effectivement, à partir de la loi de 1906, l'État va se saisir du sujet et réglementer cette pratique, notamment sur ce que vous disiez, sur la nécessité de la présence des marchandises à prix fort en magasin. Donc aujourd'hui, de mémoire, c'est 1 mois. Il faut que les articles aient été vendus à prix fort 1 mois avant le début des soldes. Et donc ça fait partie effectivement de cette protection nécessaire du consommateur. Je vous remercie beaucoup, Florence Brachet-Champsor. Je rappelle le titre de votre livre, du Grand Bazar de l'Hôtel de Ville au BHV Marais chez Assouline. Vous, Nicole Bacharan, je vais rappeler votre livre sur les premières dames, les First Ladies américaines, aux éditions Perrin. On va se quitter. Oh, il y a une tradition dans cette émission. D'habitude, c'est plutôt des hommes politiques qui disent au revoir, mais c'est le début de l'année. On avait envie de bonne humeur. Puis c'est un personnage que j'aime beaucoup qui va nous dire au revoir en nous donnant ses bons vœux pour l'année. Et lui, c'était en 1964. Ce que je leur souhaite, moi, aux Français, d'abord, qu'ils se marrent.
Et puis alors qu'ils aient une santé de fer, hein. Et puis qu'ils se marrent. Et puis alors, dites, qu'on leur fiche la paix aux Français, hein. Et puis qu'ils se marrent. Vive la France! L'info dans le rétro vous a été présentée par Public Sénat et l'INA.